Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 26 octobre. Ouverture du procès des responsables présumés de la catastrophe des Ors. C'était en janvier 1998. 9 collégiens et 2 accompagnateurs avaient trouvé la mort dans les Hautes-Alpes. Manifestation d'agriculteurs français contre la menace de boycott anglais, toujours à propos de l'embargo sur le bœuf britannique, mais la France semble prête à reculer. Les comptes de la sécurité sociale seront excédentaires en l'an 2000, assure le gouvernement, tandis que la carte hospitalière se redessine. Nous en verrons les conséquences, mais aussi les incohérences à l'Orient. Le président chinois Jiang Zemin a quitté la France. Pas d'avancée sur les droits de l'homme, mais quelques promesses de contrat. Reste à savoir si la Chine payera. Récréation, c'est le titre du dernier album de Florent Pagny qui offre de réentendre des chansons célèbres, revisitées à sa manière. Florent Pagny est ce soir notre invité. À Gap, dans les Hautes-Alpes, le tribunal correctionnel entend depuis le début de cet après-midi les premières réponses à ces questions sur les responsabilités de l'avalanche des Ors. Avalanche survenue le 23 janvier 1998 qui avait provoqué la mort de 11 personnes, dont 9 enfants, originaires d'un collège de Montigny-le-Bretonneux, dans le département des Yvelines. Un guide de haute montagne fait figure de principal accusé. Les familles veulent savoir pourquoi des hommes expérimentés n'ont pas mesuré les risques de la neige et de la montagne. Compte rendu, Yasmina Farber avec Valérie Lucas. Daniel Forté entre par la grande porte dans le palais de justice de Gap. Le guide de haute montagne ne se dérobe pas. Il attend de s'expliquer sur cette mortelle randonnée. Les familles aussi. Je fais confiance à son courage pour reconnaître ses responsabilités. Les guides sont des gens courageux. Le tribut qu'ils ont payé à la montagne le prouve. Je pense que son courage, il doit le mettre face à lui-même et face à ses responsabilités et les reconnaître. Le cortège des familles, parents de victimes, d'enfants blessés ou rescapés, arrive dans un silence de plomb. Même silence dans la salle d'audience. Une dignité très forte face à 4 prévenus que certains voient pour la première fois. 3 d'entre eux ont le profil bas, ce qui pour nous est important parce que ça veut dire qu'ils ont quand même conscience d'une certaine responsabilité qui les concerne. Comme le redoutaient les partis civils, les débats sont restés très généraux. Sur une vidéo, les familles vont revoir l'itinéraire de la randonnée, le lieu du drame. Puis un spécialiste de la neige fait un long exposé sur les avalanches. Un phénomène imprévisible, un milieu de zone d'ombre. Il explique le fameux risque 4 sur 5, ce risque affiché le jour du drame. On peut tout à fait effectivement partir par risque 4. N'importe qui ne peut pas le faire, mais des gens qui ont des connaissances théoriques, qui ont une longue pratique de la montagne, une grosse expérience, peuvent le faire et ce ne sont absolument pas des gens que l'on doit traiter d'inconscients. Risque calculé ou faute professionnelle, les questions n'ont pas encore été clairement posées. Il faudra attendre les auditions des 4 prévenus pour mieux comprendre le scénario de ce 23 janvier 1998. Comme un challenge sportif France-Angleterre, les agriculteurs tricolores, à l'instigation de la FNSEA, ont entrepris aujourd'hui dans le Pas-de-Calais le blocage et le contrôle de camions britanniques. Mais pour tout butin, ils sont tombés sur des chargements de chair de poulet congelée. La protestation contre la menace de boycott des produits alimentaires français, dont les pommes, va continuer, disent les agriculteurs. Voyez le reportage d'Anne Mourgue et Patrick Verstom. On va le contrôler. Nous sommes à 400 mètres de la sortie du tunnel sous la Manche. Une herse, quelques tracteurs en travers de la route. Les agriculteurs veulent bloquer les camions britanniques. Tous ceux transportant viande ou nourriture. Mais ces camions ne sont pas venus. Les gens d'Eurotunnel ont prévenu les chauffeurs qui transportaient de la viande et de la nourriture de ne pas venir en France, sinon ils allaient se trouver bloqués. Les agriculteurs protestent contre la menace de boycott par Londres des produits alimentaires français. L'opération de contrôle est plutôt décevante. C'est du rouquet. Il n'y a pas de viande. Il y a les papiers. On ne le bloque pas, on le laisse partir. Il n'y a pas de problème. S'il y aurait eu de la viande, on l'aurait envoyé en Angleterre. Les Britanniques ont eu peur de notre mouvement d'humeur. Bon, mais de toute façon, pour moi, ce sont des trouillards, ils n'avaient rien à craindre. Hein. On les a pas mangés, hein, les Britanniques. Ce qu'on veut, c'est pas manger leur viande de bœuf, mais eux, on va pas les manger, hein, les Britanniques. Mais les agriculteurs n'entendent pas en rester là. Si les menaces de boycott perdurent, ils promettent d'autres actions plus musclées.
Alors j'évoquais les produits alimentaires français qui feraient l'objet d'un boycott anglais. Il paraît que le Beaujolais ne sera pas touché. Mais les fruits, eux, connaîtraient une très nette baisse de vente outre-Manche. Yann Fonty nous explique qui est pénalisé en France par l'attitude anglaise. Ici, dans le sud de la France, la récolte de la pomme touche à sa fin. Un tiers des fruits cueillis devraient en théorie être vendus dans les supermarchés et les commerces outre-Manche. Mais avec le boycott anglais sur les produits français, toute la filière se retrouve aujourd'hui menacée. Les conséquences pour les agriculteurs, eh bien, c'est dans un premier temps des marchandises qui sont stockées, des reports de stock, donc des pertes de parts de marché, baisse des prix. Car chaque année, 230 000 tonnes de pommes produites en France sont exportées en Grande-Bretagne, premier débouché étranger pour les pommes françaises. Problème, 4 chaînes de supermarchés anglais ont décidé de retirer toute marchandise labellisée bleu, blanc, rouge, le début d'une crise qui risque de s'envenimer. Pour le moment, les effets du boycott sont encore limités, mais la situation pourrait s'aggraver si le conflit venait à durer. La Grande-Bretagne, 4e client de l'agroalimentaire français, importe en effet chaque année du vin, du fromage, des fruits ou encore de la viande, pour un total dépassant 24 milliards de francs. Le président de la FNSEA, Luc Guyot, avec une mâle assurance, a rappelé que la Grande-Bretagne c'est une île et que par conséquent il n'était pas difficile de bloquer les camions. Mais il veut lui aussi calmer le jeu. Même son de cloche du côté du ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, qui tout en annulant sa rencontre avec son homologue britannique, reconnaît qu'il faut maintenant trouver une porte de sortie sur la question de l'embargo du bœuf venu du Royaume-Uni. Alors c'est peut-être, Christian-Marie Monod, que la France n'est pas assurée d'avoir de gain de cause devant la Commission européenne. La France ce soir est dans ses petits sabots. Elle s'en tient en effet au principe de précaution sanitaire. Souvenons-nous, un rapport d'experts publié au début de ce mois estimait qu'il y a des risques de viande contaminée exportée de Grande-Bretagne. Hier à Bruxelles, 16 scientifiques, médecins et biologistes, ont étudié ce rapport et n'ont pas donné d'avis. C'est pas mauvais signe. signe. Oui. Et puis, jeudi et vendredi prochain, le comité des experts de l'Union européenne examinera le compte-rendu de ces scientifiques. Leur avis sera sans appel. Autre inquiétude. Et puis ce comité avait déjà, rappelez-vous, donné un avis favorable à la levée de l'embargo, décidé le 1er août dernier. L'Allemagne avait voté contre, la France s'était abstenue. La France aujourd'hui apporte-t-elle des informations nouvelles? La France qui dans le même temps est quand même accusée de mettre de la boue dans les farines animales. Mauvais point. Première épreuve pour l'Europe des 15 à la veille de la rencontre Europe-États-Unis à Seattle, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Première épreuve politique pour la commission de Romano Prodi. Il doit trancher, trouver un compromis favorable aux Français et aux Britanniques, à ce jour improbable. En tout cas, on se préoccupe une fois encore, et tant mieux, de l'assiette du consommateur européen. Merci Christian-Marie. Un joli chahut à l'Assemblée nationale cet après-midi pour Martine Aubry. Les députés de l'opposition ont retrouvé du tonus pour ironiser sur la décision gouvernementale de renoncer à puiser dans les caisses de l'Unédic pour financer les 35 heures. Reportage au Palais Bourbon, Arnaud Boutet et Frédéric Delarue. Je n'ai jamais dit que tout était financé, j'ai dit que nous continuons à discuter. D'un simple rappel, Martine Aubry provoque le chahut. De ces discussions. La question du financement des 35 heures réveille l'opposition. Depuis la décision du gouvernement de renoncer à solliciter l'Unédic et la sécurité sociale. Les députés de la droite rigolent, la ministre du Travail tente de faire entendre sa voix. Monsieur Mariani, vous avez la parole, un peu de calme. C'est Mme Aubry qui parle et elle toute seule. Notre réforme, sur 4 à 5 ans, va coûter de l'ordre de 105 milliards de francs. Nous savons aujourd'hui combien en financer 85%. Reste à trouver 19 milliards de francs. Non pour l'an prochain, le budget est déjà bouclé, mais pour 2001. L'opposition cherche à tirer profit de la situation. Tout ça est une politique de gribouille, tout ça est une politique d'apparence. On fait des textes, mais on ne prévoit pas le financement. C'est pas comme ça qu'on gouverne la France. Je crois que c'est vraiment un échec grave, une crise même, du gouvernement, en tout cas de la politique sociale du gouvernement. Au Parti socialiste, on cache mal son embarras. Faute de solution pour 2001, on suggère la discussion. On n'a pas besoin de décider dans l'urgence, mais on va trouver cette réponse par la négociation, la mise à plat de tout le système. Mais la gauche plurielle critique la méthode Aubry. Il y a eu sans doute de la part de Mme Aubry, disons, un surcroît de confiance en elle-même, qui a fait qu'elle s'est heurtée à un mur un peu uniforme de tous les partenaires sociaux, patronat ou syndicats ouvriers, et qu'elle n'a pas suffisamment eu d'intuition qu'il fallait discuter avec eux avant hier. Pour dissiper cette impression de cafouillage, il reste l'examen de la loi, soit encore quelques jours pour tenter de convaincre.
Et en ce qui concerne la sécurité sociale, recettes et dépenses seront examinées par le gouvernement qui annonce un excédent pour l'an 2000. Alors, pour éclairer la citation, voici un tableau. Les recettes prévues sont de 1873 milliards de francs. Par branche, le secteur maladie sera déficitaire, mais les secteurs accidents du travail, vieillesse et famille, comme vous pouvez le constater, seraient, selon les prévisions, en excédent. Au total, pour la première fois depuis 14 ans, la sécurité sociale dégagerait 2 milliards de francs d'excédent. Le plus gros effort de meilleure gestion touche le secteur hospitalier. Certains centres devront fermer ou revoir le fonctionnement de leurs services. Nous avons choisi de nous intéresser à la situation des hôpitaux d'Hennebont et de Lorient dans le Morbihan. À Hennebont, malgré des travaux récents, on voit disparaître une bonne partie de l'activité, tandis qu'à Lorient, c'est une surcharge de travail que connaissent les personnels. D'où quelques inquiétudes et incompréhensions sur l'économie réalisée. Reportage Laurent Bailly et Gilbert Ruzan. 5 mois déjà que le rideau de fer est tombé sur les urgences de ce petit hôpital du Morbihan. Un hôpital qui déjà était amputé de son service de chirurgie et de sa maternité. On est prié de se faire opérer et d'accoucher à Lorient, à 15 km d'ici. Pourtant, les 16 000 Hennebontais y sont attachés à leur hôpital de proximité. Quand on a besoin, ouais, c'est bien d'avoir l'hôpital en urgence. Ça a un côté sécurisant, un côté... On sait que l'hôpital est à côté, qu'il y a toujours quelqu'un qui a... Non, je crois que c'est important. Ouais. Ben, mon mari, j'ai été obligée de l'amener en urgence. Il a tombé dans les escaliers. Et lui encore, c'est ses côtes. Il y a quelqu'un qui a une hémorragie. Donc demain à 16h50... Aux yeux du personnel soignant d'Hennebont, on pénalise ainsi toute une population en supprimant des services essentiels. Et pour ces infirmières, l'argument de la rationalisation économique ne tient pas debout. On a du très bon matériel ici. On a un bloc qui a été refait récemment. Donc je crois que tout au niveau matériel ne manque pas. Moi je dirais qu'il y a certainement un peu de gaspillage. Des urgences abandonnées à Hennebont, au moins provisoirement, ça veut dire des urgences surchargées à Lorient. Ici, l'attente peut atteindre plusieurs heures. Pas de lits supplémentaires, pas de personnel en renfort. Où serait l'économie sinon ? L'argent est le nerf de la guerre. Il est évident que les problèmes financiers sont à la base d'un certain nombre de décisions. À la maternité, le nombre de prises en charge a carrément doublé suite à la fusion. Cette augmentation d'activité, pour l'instant, n'a pas été suivie de moyens humains, ni médicaux, ni paramédicaux. Des conditions de travail plus difficiles donc, mais certains dénoncent aussi l'abandon d'une partie des missions de l'hôpital public. Il faut disperser les moyens, pas les disperser complètement, mais partager les activités. Ça fait partie du rôle social et la prestation qu'on peut donner à une population. La population, justement, a tout à gagner de cette restructuration, explique le directeur de l'hôpital. Il se défend d'avoir une calculette à la place du cœur. Il ne s'agit pas d'une logique purement financière, il s'agit aussi d'une logique qui vise à la qualité des soins et donc à la sécurité des patients. Bref, soigner mieux en dépensant moins, c'est le credo officiel pour l'hôpital, en léger décalage peut-être, avec ce que vivent patients et soignants sur le terrain. Le président chinois Jiang Zemin a quitté la France pour le Portugal. Question droits de l'homme et démocratie, on retiendra que pour lui, ce n'est pas un concept absolu. Question résultat commercial, on a noté une commande de 28 Airbus. Le commerce avec la Chine est toujours plein de promesses, mais loin d'être facile pour les entreprises françaises. Les Chinois paient très tardivement. Ils sont, selon le classement d'une organisation internationale, en tête du classement mondial des pays où se pratiquent les pots de vin. Dernier constat avant l'énoncé de l'ardoise chinoise en France par Jean-Bernard Schmitt et Raymond Chaplard, la République populaire de Jiang Zemin est le deuxième plus gros débiteur de la France. Pour le président chinois, il s'agissait bien d'une opération séduction auprès du patronat français. L'objectif ? Faire oublier aux entrepreneurs que jusqu'ici, la Chine n'a jamais été un Eldorado pour les Français. Certes, depuis plusieurs années, les grands contrats comme la fourniture de turbines, la construction de centrales nucléaires ou l'achat d'avions se sont multipliés, mais l'argent, lui, tarde à rentrer. La Chine doit beaucoup à la France, 55 milliards de francs, ce qui en fait notre deuxième débiteur, juste derrière l'Algérie. Ça ne veut pas dire que la Chine est un mauvais payeur. Ça veut dire qu'elle a réussi à conclure des accords de prêt nombreux, au paiement tardif et souvent à des conditions financières avantageuses. Comme la décision d'importation dans de grandes affaires en Chine repose sur le gouvernement, celui-ci est un excellent négociateur pour obtenir des gouvernements étrangers qui veulent exporter des avantages supplémentaires. Des facilités de paiement, des crédits à des taux plus que préférentiels, voilà ce qu'il faut pour espérer conquérir le gigantesque marché chinois. Un marché dont la France ne détient pour l'instant que 2% des parts. Pour s'implanter dans le pays, les grandes entreprises comme ici Citroën ou Danone ont dû elles aussi se plier aux conditions des Chinois.
Des conditions difficiles, mais qui pourraient s'améliorer selon certains observateurs si la Chine était admise au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Dans le Caucase, en Tchétchénie, les troupes russes encerclent de plus en plus fortement la capitale Grozny et promettent une récompense pour la capture du chef rebelle Bassaïev. À Moscou, le Premier ministre Vladimir Poutine n'envisage pas de négociation en dépit des appels de la communauté internationale. Commentaire Dorothée Lyrique. Une colonne de blindés, des éléments des forces spéciales russes, ils avancent vers Grozny pour resserrer l'étau autour de la capitale tchétchène. Désormais, à 8 km du centre-ville, les Russes ont pilonné aujourd'hui, depuis leur nouvelle position, le nord de la capitale. L'ordre n'a toujours pas été donné de prendre Grozny, mais les Russes ne cachent plus leur volonté de contrôler la totalité de la Tchétchénie. Les forces fédérales s'installent au rythme de leur artillerie lourde. Ces dernières 24 heures, des bombardements intensifs ont visé ces 3 villages autour de la capitale. À l'est de Grozny, ce hameau a essuyé une nouvelle attaque russe dans la matinée. À quelques kilomètres de là, déjà détruite pendant la guerre de 94-96, la ville d'Argoun est en ruine. Les civils sortent des caves après les bombardements. Cette femme tchétchène raconte que le missile flambait encore. Je me suis approchée, dit-elle, avec des seaux d'eau pour l'éteindre. Les gens me disaient « N'y va pas, ça va exploser ». Mais je leur ai dit « Il vaut mieux que je meure moi, plutôt que vous tous ». Dans un autre village, les soldats tchétchènes affirment avoir infligé de lourdes pertes aux Russes. Ils parlent de 43 tués hier. Entre ces hommes et le pouvoir fédéral, aucun dialogue n'a été établi. Pour Moscou, ils sont des bandits, des terroristes qu'il faut éliminer. La tête du chef de guerre, l'islamiste Shamil Bassaïev, a été mise à prix par les Russes. $1 million, mort ou vif. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'autoriser le déploiement de 11 000 hommes au Timor oriental. Les casques bleus seront accompagnés de fonctionnaires civils pour administrer les services publics du Timor oriental, où 18 000 réfugiés viennent de revenir. Voilà le vote des Nations Unies. La composition du nouveau gouvernement indonésien, composition dite d'union nationale à Jakarta, pourrait permettre un dialogue avec le chef de la résistance timoraise, Xanana Gusmao. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, l'exécution de l'ancien journaliste et leader des Panthères Noires, Mumia Abu Jamal, qui était fixée au 2 décembre, a été reportée à une date ultérieure, non précisée, sur décision d'un juge fédéral de Pennsylvanie. Nous avions évoqué le cas de Mumia Abu Jamal avec Mme Mitterrand la semaine dernière. Un an après le début de l'enquête judiciaire sur la gestion de la Mutuelle nationale des étudiants de France, la MNEF, la police avait convoqué aujourd'hui l'ancien directeur général Olivier Spitakis ainsi que d'autres responsables de la Mutuelle. Plusieurs mises en examen sont attendues dans la soirée. Explication avec Olivier Caroff, Fanny Auvergne et Alain Dubas. Depuis le début de l'après-midi, Olivier Spitakis répond aux questions des policiers de la brigade financière. Et des questions, il y en a beaucoup à poser à l'ancien directeur général de la MNEF. Il y a un an, l'enquête démarrait sur cette mutuelle étudiante proche du PS. Une perquisition et 8 mises en examen plus tard, le dossier s'est épaissi. Fausses factures, opérations immobilières douteuses, montage financier opaque autour d'un bateau, on y trouve de tout, mais 3 pistes intéressent particulièrement la justice. Il y a d'abord l'imprimerie de la MNEF. C'est le dossier le plus sensible. Son ancien PDG, Bruno Pelletier, est depuis 4 mois en détention préventive. Devant les juges d'instruction, il a reconnu le détournement de plusieurs millions de francs, mais il assure qu'aucun homme politique n'en a profité. Vous êtes très déçu, il n'a donné absolument aucun nom. Deuxième dossier, les filiales de la MNEF. Olivier Spitakis a développé la mutuelle en une nébuleuse de sociétés, il y en a 70 en tout. Là encore, la justice se demande si certaines n'ont pas servi à des opérations de financement politique. La MNEF payait en tout cas très cher certaines prestations, c'est le cas avec la société SPIM. La direction générale refusait de commander à des prix intéressants. Elle préférait la société SPIM puisque c'était une filiale de la MNEF et qu'on préférait la soutenir comme ça que de lui verser de l'argent par un autre biais. SPIM était plus cher de combien par rapport aux autres concurrents que vous avez vus? À peu près 30%. Dernier volet, les emplois fictifs. Pour s'occuper de la santé des étudiants, Olivier Spitakis s'était entouré de plusieurs personnalités politiques.
Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris, était le conseiller médical. Jean-Christophe Cambadélis, numéro 2 du Parti socialiste, travaillait dans une filiale. Dominique Strauss-Kahn, avocat à l'époque, a reçu 600 000 francs d'honoraires pour une intervention verbale. Tous assurent avoir vraiment travaillé. Jusqu'à présent, Olivier Spitakis a toujours confirmé cette version des faits. En Corse, à Talonne, au sud de Bastia, attentat contre une station de conditionnement de clémentine. L'exploitation appartient à un ancien rapatrié d'Algérie, installé en Corse depuis 37 ans. L'attentat n'a pas été revendiqué. 20 saisonniers sont en chômage technique. C'était à la veille de la cueillette. Fin de l'enquête visant l'ancien ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, qui avait été mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux en marge de l'affaire Elf. Les juges d'instruction Eva Joly et Laurence Wischnewski ont mis aujourd'hui un terme à leurs investigations. Les recherches policières pour tenter de retrouver la trace du docteur Yves Godard et de ses enfants disparus de son domicile à Caen depuis le début septembre se sont orientées dans l'archipel des Hébrides, au nord-ouest de l'Écosse, mais les gendarmes n'auraient pas trouvé d'éléments déterminants. Il y a quelques jours, l'abbé Pierre adressait une nouvelle fois au chef du gouvernement, s'adressait à lui pour dénoncer le manque de logements sociaux et rappeler que dans la loi sur l'exclusion, il était prévu que 80 000 logements seraient construits par les municipalités. Oui, mais voilà, certaines communes estiment qu'elles ont trop de familles pauvres et pour contourner la loi, elles achètent des terrains ou font construire des immeubles sur des communes voisines, à croire que les pauvres, ça dérange. Exemple avec le reportage à Gennevilliers et Puteaux, en région parisienne, de Marc Maisonneuve et Diane Richard. Un véritable tour de passe-passe. Nous sommes à Gennevilliers et pourtant cet immeuble appartient à la ville de Puteaux. Avec le budget du logement social, le maire de Puteaux a racheté cet ancien hôtel. C'est tout à fait scandaleux quand le maire d'une commune voisine, pour se débarrasser d'un certain nombre d'employés communaux alors qu'il a naturellement des immeubles sur son territoire, rachète employés communaux immigrés, bien entendu, rachètent sur Gennevilliers un bâtiment pour les reloger. À Puteaux, on copie Neuilly ou le Valois. Le logement social, oui, mais ailleurs. Avec un maire aux arguments étonnants pour justifier sa décision de déplacer ses locataires encombrants. Il voulait, si possible, un marché africain à proximité. Je n'ai pas trouvé cela. Plutôt, je n'ai pas de marché africain. Il en existe un à Gennevilliers. De quoi provoquer une nouvelle colère de l'abbé Pierre quand il apprend que le maire de Puteaux n'est pas le seul à refuser de loger les plus démunis. Les maires préfèrent rendre les crédits du logement social à l'État plutôt que de construire et même être sanctionnés. La ville bourgeoise, ça fait pas mal de payer une amende qui est presque dérisoire pour ne pas voir des enfants de familles modestes fréquenter la même école que leurs enfants. En 1998, ce sont 30 000 logements sociaux programmés qui n'ont pas été construits. C'est comme si aujourd'hui, il y avait des gens qui mouraient de faim, qu'on avait de l'argent pour les faire manger, et que quelque part, cet argent est retourné. À Neuilly-sur-Seine, la commune la plus riche d'Île-de-France, pour 100 000 habitants, il y a 21 logements sociaux. Dans l'Isère, sur la commune de Saint-Barthélemy de Séchilienne, un jour ou l'autre, le hameau de l'île Falcon sera écrasé par la montagne. La menace est précise. Aussi aujourd'hui, pour sensibiliser les habitants qui ne semblent pas tous y croire, un exercice d'évacuation d'urgence était organisé conformément à la loi Barnier de 87 sur la prévention des risques naturels majeurs. Pour France 2, Virginie Fichet et Gilles Perret ont observé cet exercice et surtout recueilli les avis de spécialistes géologues. Le préfet demande aux habitants de ces zones d'évacuer. Les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les secouristes présents sont là pour vous aider. Fin de ce message, fictif évidemment, je vous le rappelle. Depuis le matin, dans la vallée, la radio locale relaie le message des pompiers. Oui, bien reçu, PC pour Lançon. Pendant quelques heures, secours, autorités et habitants ont ainsi vécu comme si ce flanc de montagne allait leur tomber sur la tête. En cas de véritable catastrophe, sur l'ensemble de la vallée, 20 à 30 000 personnes devraient être évacuées. Mais aujourd'hui, la simulation s'est arrêtée aux portes des logis. Depuis ce matin, vous avez bien entendu les messages, les sirènes, les pompiers sont passés. Oui, on a tout entendu. Oui. Puis vous avez préparé vos affaires, au cas où? Pour aujourd'hui, et j'espère pas demain non plus.
Personne ne veut y croire et pourtant la menace, elle, est bien réelle. Sous haute surveillance depuis une douzaine d'années, cet énorme bloc de 3 millions de mètres cubes s'écarte lentement de la montagne. Sa chute semble aujourd'hui inéluctable et de plus en plus proche aux géologues. Je parlais de quelques centimètres par mois, ça peut donner des ouvertures sur le terrain de 50 centimètres dans l'année. Ce sont des fissures qui sont palpables, qui s'ouvrent. Des mesures d'expropriation et de protection ont déjà été prises pour les plus exposés. Quant aux autres habitants, la simulation du jour n'avait pas que des vertus techniques. L'ensemble des habitants de notre commune connaît bien le problème des ruines de Séchiliennes depuis longtemps, sauf qu'elle aura peut-être un petit peu oublié avec le temps. Un exercice comme celui-ci, effectivement, rafraîchit bien la mémoire. Et pour entretenir ce souvenir, la préfecture envisage déjà de renouveler l'exercice tous les ans. Un étrange et dramatique accident d'avion aux États-Unis. 6 personnes sont mortes, dont un champion de golf, Payne Stewart. Avant de s'écraser, l'appareil aurait traversé la moitié des États-Unis en pilotage automatique, tandis que les passagers étaient inconscients. Explication Jacques Cardoz. Une plaie dans un champ, quelques débris. Pour les enquêteurs, les indices sont minces. Mais ils en savent déjà beaucoup sur cette traversée fantomatique. Avant de s'écraser, l'avion d'affaires, un Learjet semblable à celui-ci, est resté 4 heures en position de pilotage automatique. Les 6 passagers sont privés d'oxygène 26 minutes à peine après le décollage d'Orlando, au moment où la cabine perd sa pressurisation. Les masques restent bloqués. L'avion n'a dès lors plus de passagers vivants à son bord, de la Floride au Dakota du Sud. Les autorités décident alors de le faire suivre par des avions de chasse F-16 et F-15. Durant toute cette période, les pilotes de l'armée de l'air encadrent le Learjet jusqu'à une proximité de 20 mètres. De l'extérieur, là où je me trouvais, j'ai eu l'impression que la devanture du cockpit était anormalement condensée et même gelée. Vous avez pu voir autre chose? Je n'ai pas constaté de dysfonctionnement à l'intérieur du cockpit. Une course-poursuite à 14 000 mètres d'altitude. Des pilotes de chasse, un avion branché sur automatique et plus aucun contact radio. Finalement, l'appareil brûlera son plein de carburant avant le crash. 4 heures d'angoisse pour beaucoup et notamment pour l'épouse du champion de golf, Payne Stewart, passager de l'avion. Elle a dû suivre en direct à la télévision la mort de son mari. Du sport, du rugby, le pilier de l'équipe de France, Christian Califano, avait fait appel contre sa suspension de 7 semaines par la commission de discipline de la Coupe du Monde de rugby. L'appel a été rejeté. Une récréation, c'est-à-dire un plaisir, un moment de détente, quelque chose que l'on offre, ou bien une recréation, c'est-à-dire une nouvelle œuvre à partir d'une ancienne. Dans un sens ou dans un autre, c'est le titre du nouvel album de Florent Pagny, où l'on retrouve des chansons venues de Gainsbourg, Balavoine, Jonas, Jean-Louis Aubert ou encore de Léo Ferré. Présentation Olivier Lenouza avec Diane Richard. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Léo? Eh bien, je vais chanter une chanson sur les filles d'aujourd'hui. Cette chanson s'appelle Joli mot. T'es toute nue sous ton pouls, y a la rue qui est ma boue. En 1961, Léo est en studio et Florent dans son landau. 38 ans plus tard, le joli môme de Chalon-sur-Saône est devenu chanteur à succès. L'homme à la moto est un amoureux des reprises, assaisonné façon techno. Pour son dernier disque, Florent Pagny s'est entouré de ses complices habituels et d'une chanteuse débutante. Ah, tout le monde est là, c'est formidable. Ouais, je suis bien coiffé. Nous allons répéter. Est-ce que le lagrin est en place? En général, surtout dans les duos, les trucs comme ça, tu vois, on a Samuel Agnac, on a envie d'y aller et tout. Et en fait, il faut au contraire retenir. Surtout qu'on n'a pas le problème de ne pas nous entendre normalement, autant toi que moi. Récréation, le titre de l'album de Florent Pagny. Une récréation en forme d'hommage. 4 nouveaux murs dans un autre quartier, pinceau de peinture en meuble installé, dirait ton nom. De la piste suivante à la dernière danse, de quelques nuits de feu ou matinées de sang, cette agitation dénuée de tout sens, du fond de ma raison jusqu'à mon... 17 chansons, 17 reprises de Léo Ferré à Johnny Hallyday.
Bonsoir Florent Pagny. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous avez voulu faire plaisir? Ah oui, parce que toujours. ça c'est rare que quelqu'un rassemble des chansons déjà très connues, déjà très entendues, et puis vous les mettez à votre sauce. Oui, disons que je m'étais retrouvé à un moment de ma carrière où quelque part j'avais pas envie de refaire la même chose sous prétexte que ça s'était bien passé. Et j'aime bien avoir dans mes histoires avoir un peu un début et une fin comme ça, et en me disant bon maintenant qu'est-ce que je pourrais faire pour me motiver et m'amuser. Au début, j'avais décidé de ne rien faire, donc pendant pas mal de temps, mais ça va pas. Vous aimez bien ça, hein, par parenthèse. Hein. Oui, j'aime bien me dire que je vais rien faire, mais au bout de 6 mois, je suis là en train de dire, ouais, quand même, j'ai bien envie de chanter et tout. Puis cet album de reprise, ça fait longtemps que j'en avais envie. Ça pourrait être en effet un album de transition facile quelque part, mais en même temps, on va pas le faire. On va pas aller chanter Ne me quitte pas juste avec un piano-voix, sinon ça deviendrait comme un grand karaoké ou bon. Et à un moment donné, je me dis, c'est 99, l'an 2000. Aujourd'hui, si c'est pour faire un album de reprise et se remettre en question, faisons-le avec des sons d'aujourd'hui, donc techno. Mais vous vous attaquez pas au moindre des chansons, donc est-ce que vous n'avez pas craint justement de détruire des souvenirs chez les gens qui vous disent, enfin, chantez vos chansons, mais arrêtez de chanter celles des autres? Non, disons que moi, depuis Caruso, on m'a bien perçu comme un interprète, donc interprète de chansons des autres, nouvelles, mais aussi de reprises. Non, en même temps, je fais ça toujours en considérant mes propres choix et mes propres goûts. Et si jamais c'est pas bien, je peux vous dire que j'irai pas m'y frotter. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous ne trouvez pas d'auteurs, compositeurs qui savent écrire pour Florent Pagny? Non, entre Goldman et Obispo, plus Lionel Florence dans les textes, ou Goldmanas, j'ai quand même un bon team, comme on pourrait dire. Mais non, c'est juste pour pas me retrouver à faire toujours la même chose. Pour m'amuser, pour me divertir, pour être motivé encore par tout ça et se remettre en question. Comment avez-vous fait? Par exemple, Joli Môme, qui est une chanson qu'on entend beaucoup, on a entendu Léo Ferré, Olivier Desnouzan me le rappelait, on l'a bien dans la tête. Comment vous avez fait pour vous sortir justement des interprétations de Gréco, d'autres comme ça? En fait, c'est la production elle-même qui m'y amène. Déjà, dans la rythmique, c'est un petit peu plus rapide. Dans la couleur, d'un seul coup, elle donne tout de suite une direction. Et comme moi, j'aime bien adapter la voix, adapter tout ça selon les ambiances et le style musical, c'est un exercice qui me plaît bien. J'aime bien être un peu mobile dans tout ça. Et donc, dès que les mecs... Dans la liste des chansons, Joli Môme, il y avait pas mal d'équipes qui étaient branchées sur le projet et ils l'ont pas prise. Et c'est un peu les outsiders qui se sont amusés à faire cette chanson, et je salue Patrick Dupont et Sylvain Hoth d'avoir fait ce titre-là vraiment qui est dans l'extrême techno, et d'un seul coup tu dis tiens écoute une chanson de 1961, alors d'accord on parle de Ferré, dans son écriture il n'y a rien qui prend un ride, donc c'est hyper moderne, ça marche bien. Franchement la techno sur Léo Ferré c'est pas un peu... Non mais ça le fait, ça fonctionne, au début on fait oh mais oui il a pété un câble, où il va avec cette histoire, et puis au bout de la 2e ou 3e écoute on se dit non ça fonctionne, ça marche, c'est gai, c'est frais, c'est rythmé, et puis le texte fait pas ringard ni vieux, et la musique même si elle est un peu surprenante dans sa conception, elle accompagne parfaitement cette chanson. Et l'ensemble du double album, puisqu'il s'agit d'un double album, l'ensemble du double album a dans l'extrémité Joli Môme, mais dans ses productions et dans tout le reste, c'est technologique, donc c'est des machines, c'est des samples, mais ça marche parfaitement. C'est une musique d'aujourd'hui. Je dis pas que je ferai tout le temps ça, mais aujourd'hui, ça se présente comme ça. Il y a des tas d'artistes internationaux qui font des albums sous cette forme-là. Et le choix obéit à vos goûts personnels? Oui, au plaisir Enfin, en fait, j'avais surtout envie d'aller dans le répertoire, pas forcément prendre les singles, les chansons qui avaient été le plus tubesques, mais aller chercher au contraire des petits chefs-d'œuvre qui étaient restés sur des albums. Et puis autrement, au niveau des auteurs, compositeurs ou interprètes, c'est évident qu'il faut que j'ai des affinités, que je respecte l'individu. Mais il y avait plus de gens que ça quand même dans la liste. Alors, comme vous le dites, ça le fait. Je voudrais quand même signaler, parce que c'est important, que ce disque, il va aussi participer à une œuvre généreuse, puisque une partie sera versée à l'ELA, qui est une organisation qui organise le 29 octobre. Vous avez pu en parler? Oui, le 29, il y a une journée qui s'appelle Mettez Basket. Il y a une association qui s'appelle ELA qui concerne une maladie qui touche les enfants. L'adrénoleucodystrophie. L'adrénoleucodystrophie qui est une maladie rare, donc personne s'en occupe. Et on voit l'adresse qui s'écrit si vous voulez soutenir la France et puis participer donc le 29 octobre. Voilà, nous avec cet album, ce qu'on fait, c'est qu'on rétrocède une part de la recette. Il y a plein de gens concernés qui gagnent beaucoup de sous avec moi et moi-même aussi. Et on renvoie un petit peu la chance qu'on a. On essaye de renvoyer un peu d'argent pour que la recherche puisse se développer et aider les familles. Puisqu'en fait, en étant une maladie rare, ni la recherche privée ni la recherche publique se développe, puisqu'il n'y a pas assez de cas.
Mais ces enfants meurent quand même et il faut peut-être faire quelque chose. Alors on va essayer comme ça. Sans demander aux gens, on ne demande pas d'envoyer. On dit que voilà, ils ont contribué. Voilà, en l'achetant, ils ont contribué à permettre à ce que cette association puisse toucher. C'est un joli mot, récréation. Vous aimiez bien la récréation? Oui, moi j'adorais la récréation. J'aimais bien l'école pour rigoler aussi. Mais la récréation, ça me faisait bien. Merci Florent Pagny. Merci à vous. À la fin de cette édition, je vous rappelle l'information concernant l'ouverture du procès des responsables présumés de la catastrophe des Ors en janvier 98. 9 collégiens et 2 accompagnateurs avaient trouvé la mort dans les Hautes-Alpes. Et comme l'audience s'est prolongée, nous avons attendu pour rejoindre notre envoyé spécial pour le compte-rendu, Dominique Verdeillan. Dominique, l'audience continue. Mais alors, est-ce que déjà on peut cerner les limites de ce procès ? Oui, l'audience continue effectivement avec l'audition d'un guide de haute montagne entendu comme expert et vous le savez, les victimes craignent cet esprit de corps. Alors, quant à Daniel Forté, eh bien, il s'est présenté visiblement oppressé, mal à l'aise, tendu, regardant le sol plusieurs fois au cours de l'audience. Daniel Forté qui au début de l'audience a précisé son statut depuis la catastrophe, dit-il. Je suis responsable d'une unité, mais mon rôle est purement administratif. Je ne fais plus mon métier de guide de haute montagne. Et derrière cette précision qui est expliquée par un contrôle judiciaire, eh bien, on perçoit chez cet homme un regret, cet homme qui se dit passionné par la montagne. On y trouve du plaisir, dit-il maladroitement, en face des victimes. Alors, première constatation, ce procès n'est pas simplement celui d'un guide de haute montagne, car à ses côtés, il y a un directeur de l'UCPA, un accompagnateur et un professeur d'éducation physique. C'est donc également le procès d'un encadrement scolaire. Deuxième constatation, jusqu'à vendredi, fin du procès, eh bien, une seule question sera au centre des débats. Y a-t-il eu faute ou fatalité ? Voilà, merci Dominique, et nous suivrons donc ce procès à Gap devant le tribunal correctionnel tout au long de cette semaine. Et puis je vous rappelle les manifestations d'agriculteurs français contre la menace de boycott anglais, c'est dans le Pas-de-Calais, toujours à propos de l'embargo sur le bœuf britannique. Mais la France semble prête à reculer, on attend une décision de Bruxelles. La météo, c'est dans quelques instants avec Sophie Davant, suivie de Jumanji avec Robin Williams. Florent Pagny aime beaucoup ce film-là. Et puis La vie à l'endroit de Mireille Dumas, consacrée au cimetière du Père-Lachaise. À 0h45, le journal de la rédaction sera présenté par Florence Duprat. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra José Bové. Et puis à 13h, vous retrouverez ici Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir, merci.